Je propose qu'on passe à la partie suivante sur comment préparer une bonne proposition. On a publié l'appel à projet le 17 janvier, date limite 17 avril. L'idée, c'est de signer les contrats des propositions qui auront gagné, victorieuses, d'ici le 17 décembre, et le projet devient une réalité au 1er janvier 2025. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer un petit peu ce process, ce cheminement-là, toutes les différentes étapes, et puis dans une deuxième partie, c'est comment présenter une bonne proposition ou éviter les erreurs usuelles. Trouver l'appel à projet, c'est le truc le plus important. Monsieur y est arrivé. Il y a deux façons, soit via le site web du Clean Hydrogen GU, soit le portail des financements européens. J'ai mis les liens, vous aurez les présentations à la fin, vous pouvez cliquer sur les liens, ça vous dirigera directement sur l'appel à projet. Moi, le truc que j'utilise à Bruxelles, travaillant là-dedans, c'est je vais sur le portail, je tape Clean H2 et j'ai la liste des 20 sujets qui sont ouverts cette année. Une fois que vous avez trouvé l'appel à projet, une idée vous plaît parmi les 20 topics, et il faut trouver des partenaires. Ce sont des projets qui sont collaboratifs. J'expliquerai le minimum de partenaires nécessaires. Comment trouver des partenaires? Il y a une fonctionnalité dédiée dans le portail, et ce matin encore, on m'a dit que ça marche. Des personnes sont contactées pour faire partie d'une équipe de projet. Une autre façon, c'est d'aller via les secrétariats des deux associations, Hydrogène Europe pour l'industrie, Hydrogène Europe Recherche pour la recherche. L'action de réseautage aujourd'hui, et puis sinon, allez regarder dans la liste des projets financés par le FCH à l'époque, Clean Hydrogen GU maintenant, s'il y a, tapez les mots-clés stockage, liquid hydrogen, je ne sais pas quoi, regardez un petit peu quels sont les acteurs qui ont été impliqués dans le passé ou dans les projets actuels, et voyez s'ils seraient intéressés d'aller plus loin dans leur expertise. Coopération internationale, qui peut participer? Tout le monde. Toute entité établie sur Terre peut participer, sauf si elle est sujette à des sanctions européennes. Donc, certaines entités, par exemple en Iran ou dans d'autres pays comme ça. Les entités russes, biélorusses et qui sont établies dans les zones non contrôlées par le gouvernement régulier de l'Ukraine, et puis les entités chinoises dans les actions d'innovation. Ceux-là ne peuvent pas participer, dans quelle que soit la capacité, partenaire, enfin, bénéficiaire, sous-traitant ou quoi, non, interdit. Maintenant, sur l'argent, le financement, qui peut l'avoir? Les entités qui sont établies dans les États membres, donc les entités françaises, dans les pays associés à Horizon Europe, et l'Angleterre est maintenant complètement associée à Horizon Europe. Donc vous pouvez avoir un coordinateur de projet anglais. Généralement, ça facilite aussi la communication. Madame Rondeau a quand même précisé qu'un des objectifs français, c'est d'équiper dans ce rôle de coordination. Donc ça peut rester en France, c'est bien aussi. Le Canada, chose nouvelle, est un pays associé à Horizon Europe, donc éligible au financement. Tous les pays à faible et moyen niveau de revenus, c'est une grande liste, j'ai mis les deux premiers et puis les deux derniers, mais beaucoup de pays sont automatiquement éligibles de ce fait. Et puis exceptionnellement, si sur la base du jugement des experts, le Clean Hydrogen GU considère que leur participation est essentielle dans le projet, parce qu'ils ont l'infrastructure, parce qu'ils ont le patent, le brevet, les droits de propriété intellectuelle. Ils ont une expertise clé qui n'existe nulle part, et certainement pas en Europe. Donc alors là, dans ce cas, on pourrait, après analyse par les experts, considérer qu'ils sont éligibles au financement européen. C'est rare. Ça arrive une fois tous les appels à projet pour une proposition sur un montant de 50 000, 100 000 euros max. Alors qu'à chaque fois, c'est 113 millions cette année. Donc c'est vraiment minime. Donc pour tous les autres cas, vous avez une entité japonaise que vous voulez inclure dans votre projet, qu'est-ce que vous faites? Vous allez détailler dans la proposition comment cette entité japonaise va financer sa participation, soit avec ses fonds propres, soit elle va postuler au Japon, au ministère de la Recherche, et bénéficiera de cet argent. Décrivez quel est le processus, si c'est du financement via le ministère, à quel moment il sera mis sur la table,
Voilà. Et s'il n'est pas mis sur la table, quel est le risque pour votre projet? Détaillez-le. Une proposition comporte 3 documents. Il y a une partie A, la partie administrative, tous les renseignements sur les partenaires et un tout petit peu du budget. Ça se fait en ligne, c'est très user-friendly. Voilà. Partie B, c'est un document que vous allez établir. Donc on fournit un brouillon avec déjà une structure, comment remplir ce document. Il y a des bullet points, des questions. Suivez cette trame. Pourquoi? Parce que les évaluateurs, eux, ont un autre questionnaire et les questions qu'ils doivent répondre, les évaluateurs, trouvent leurs réponses dans votre document, dans la structure qui est établie. Donc rendez le job facile aux évaluateurs. Mettez en gras, surlignez, faites des cadres, mettez des photos, des graphes. Il faut que ça soit limpide. Il faut qu'une proposition, elle doit passer le test, je veux dire, du boulanger du coin. Si vous le faites un pitch en 2 minutes, n'a rien compris, c'est qu'il faut revoir la façon de présenter la proposition. Et puis, il y a un budget détaillé. C'est tout nouveau cette année. On va utiliser les lump sum. Je ne sais pas comment on dit en français, des forfaits. Voilà. Somme forfaitaire. Ouais. Voilà, des sommes forfaitaires. Un fichier Excel à télécharger, remplir le fichier et le uploader dans le système. Et pour les vallées d'hydrogène, comme je vous l'ai dit, on veut des preuves d'engagement des entités qui seront dans le projet, mais non bénéficiaires. Alors, il y a un petit cadre annexe et c'est la bonne occasion de mettre ces documents là-dedans. On continue le chemin. On est le 18 avril, là. 18 avril 2024. Lionel et ses collègues vont regarder l'éligibilité et l'admissibilité des propositions. La proposition est admissible lorsqu'elle est soumise dans le portail à l'heure. Et ma recommandation, c'est de ne pas attendre le dernier moment. Chaque année, je reçois des emails. Ah, on a essayé. On s'est rendu compte, on s'est trompé de topic. On a mis le 2.1 à la place de 1.2. On a éliminé la proposition, commencé à reconstruire la nouvelle 1 heure avant le deadline. Guess what? Au dernier moment, on n'a pas pu cliquer soumettre. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Donc, la suggestion, soumettez votre proposition la veille. Ça évite les moments de stress et les grandes suées. Il faut que la proposition elle soit lisible, accessible et imprimable et qu'elle respecte le contenu et la structure du brouillon qui est disponible sur le portail. Il faut qu'elle soit complète, en partie A, partie B, plus le budget détaillé, ce fameux Excel. Il faut qu'elle inclue la preuve de la capacité opérationnelle des membres du consortium et qu'il y ait un plan préliminaire de l'exploitation et de diffusion des résultats. Il y a un nombre de pages limite, 33 pages pour le topic CSA, 50 pages pour les 11 topics Research and Innovation Action, et puis 70 pages pour les actions d'innovation. Le portail est bien fait, c'est-à-dire que si vous mettez un document plus grand que 70 pages, si c'est une IA, vous allez recevoir un avertissement. Oh, il y a 10 pages en trop. Tu es sûr que c'est le bon document? Vous pouvez toujours le soumettre, mais de la page 71 à 80, elles deviennent blanches. L'évaluateur ne peut rien lire du tout. Donc voilà, respecter la structure, le nombre de pages. C'est des trucs de base, mais je crois que c'était il y a 3 ans, on a reçu une proposition où il n'y avait que les pages paires. Mais elle était admissible parce qu'elle était soumise dans le système à temps, complète. On avait un plan préliminaire d'exploitation et dissémination des résultats, un peu mal fait parce qu'il a manqué la moitié, mais on l'a soumise aux évaluateurs. La proposition, elle n'est pas passée, quoi. Elle a eu un mauvais score. Ça arrive. Hein. Contrôle de l'éligibilité. En même temps que l'admissibilité, nous allons regarder ça en interne. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire une proposition éligible? Si elle répond à un topic, et là, il n'y a pas d'application militaire. On a un programme non militaire. Donc, il n'y a pas d'histoire de mettre EU Classified Information dans la proposition. Ça n'existe pas chez nous.
Et elle se conforme aux conditions additionnelles d'éligibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est 10 millions de financement, c'était un max, ben, il faut que ça soit à 10 millions en euros out. Que s'il y avait l'exigence d'avoir un des membres d'Hydrogène Europe Recherche dans le consortium, il faut que ça soit satisfait, sinon proposition out. Ça va vite, hein, mais 10 propositions sur 132 l'année dernière, c'est beaucoup, c'est 7%. Et c'est dommage, c'est du temps perdu, de l'énergie perdue, du financement qui est perdu, puis peut-être des idées brillantes qui ne se réalisent pas. Et c'est un programme collaboratif. Donc, il faut qu'il y ait différentes entités établies dans différents États membres ou pays associés. Et selon le type d'action, j'ai présenté les RIA et IA. L'exigence est la suivante, il faut qu'il y ait au moins une entité légale établie dans un État membre, et puis au moins 2 autres entités légales différentes établies dans différents États membres ou pays associés. En d'autres termes, si vous prenez Air Liquide France, Air Liquide Belgique, Air Liquide Danemark, il y a 3 entités, mais non, ce n'est pas des entités différentes. Et puis pour le sujet CSA, c'est plus léger. On peut considérer une proposition avec un seul bénéficiaire. J'en ai rarement vu, mais en tout cas, c'est autorisé par les règles. Évaluation des propositions, on se déplace. Chaque proposition sera lue par 3 experts. Et lorsqu'on fait l'allocation expert-proposition, on vérifie l'absence de conflit d'intérêts. Chaque expert, donc, non, pas chaque proposition est lue par minimum 3 experts. Chaque expert va mettre une note pour chacun des critères et des commentaires pour chacun des critères. Ensuite, on réunit les 3 experts qui ont lu cette proposition autour d'une table. Chacun va exprimer son point de vue, mais à la fin de l'heure et demie, c'est assez court, d'où l'intérêt de mettre des propositions claires. Ces experts vont se mettre d'accord sur un set de scores, puis sur des commentaires bien précis, qui seront transmis aux porteurs de projet, au consortium par la suite. Troisième étape, c'est un panel. Pourquoi on fait un panel? C'est pour s'assurer l'harmonisation des scores et des commentaires entre les différents topics. Et puis, ce panel va classer les propositions, surtout lorsqu'elles ont le même score. Il y a des règles et ils vont appliquer ces règles. Ensuite, on finalise la rank list, on Clean Hydrogen GU. Très simplement, on regarde topic 1.1, on avait X millions disponibles. Proposition numéro 1, financée. Si elle est au-dessus des seuils de qualité, toutes les propositions qui sont en dessous et qui matchent le niveau de qualité vont sur liste de réserve. Au cas où on aurait de l'argent, on pourrait imaginer prendre la deuxième proposition. Et puis, troisième type de liste, les propositions qui sont rejetées parce qu'elles n'atteignent pas le seuil de qualité. On envoie les lettres au coordinateur et on prépare le contrat. Le contrat doit être signé pour le 17 décembre. Donc, du 17 avril jusqu'à, on va dire, début août, fin juillet, vous n'allez pas entendre parler du Clean Hydrogen GU. C'est en interne, c'est l'évaluation. Après, début août, vous allez recevoir une lettre, liste de réserve, rejetée, ou alors on démarre, on va faire le contrat. Ça va durer à peu près 3 mois, et on va vérifier de façon assez légère que vous remplissez, vous êtes bien en cadre avec le contrat de Horizon Europe, légalement, financièrement, et puis on va prendre en compte les commentaires des évaluateurs aux évaluations. C'est assez rapide, ce qui fait que la qualité de votre proposition, c'est la clé. On ne change pas trop, il n'y a pas de nouveau partenaire qui rentre, non, ce n'est pas une négociation. Il n'y a pas de nouveau work package. Votre proposition telle qu'elle est soumise, c'est quasiment 99% ce qui sera signé par la suite. Je parlais des 3 critères, excellence, impact et mise en œuvre, implementation. Chacun de ces critères est noté de 0 à 5. La note de 3, c'est le minimum au niveau de minimum de qualité. Si vous êtes en dessous de 3, out. Et puis, il y a une qualité globale. Note minimum, c'est 10 points. Donc, si vous avez 3, 3, il faut un 4 quelque part. Vous pouvez avoir 4, 4, 2,5. 2,5, c'est en dessous de 3. Vous êtes rejeté.
Là, c'est les erreurs à éviter et puis quelques recommandations. Pour l'excellence, tout ce qui est vague, qui est un peu brouillon, c'est vraiment pas très clair pour l'évaluateur. Projet qui est trop ambitieux, donc c'est pas convaincant. La clarté, la pertinence du projet, c'est assez faible. Des choses que l'on a vues, les points de départ technologiques, les fameux TRL, qui ne cadrent pas avec le topic. Ça, c'est les choses à éviter. À l'inverse, les recommandations, vérifiez que votre proposition est en lien avec le topic, qu'elle couvre la totalité du scope de ce topic. Quel est l'état de l'art? Comment existant? Comment vous allez au-delà de cet état de l'art? Comment les partenaires ont déjà réalisé des activités, publications, projets ou je ne sais pas quoi dans le domaine? Ne partez pas d'une feuille blanche, il faut l'expliquer dans la proposition. Montrer que le risque, il y en a toujours un, c'est de la recherche et de l'innovation, existe, mais il est mesuré, il est quantifié, il est limité. Je vais dans les impacts. Qu'il faut éviter, c'est les impacts qui ne sont pas clairement détaillés, qui ne sont pas crédibles. L'impact sur le secteur industriel n'est pas clair. On est vraiment un programme de commercialisation. On a une vision d'amener les technologies des piles à combustible et de l'hydrogène sur le marché, pas pour faire des publications qui vont rester sur une étagère de la bibliothèque universitaire. Ça doit servir aux citoyens et au secteur industriel par la suite. À l'inverse, ce que l'on recommande pour les impacts, vérifiez que vous êtes bien en lien avec l'agenda stratégique de recherche et d'innovation du Clean Hydrogen GU. Mesurez l'impact, pas de votre technologie, mais de votre projet, des activités du projet spécifiquement. Quantifiez ces impacts. Incorporer les aspects socio-économiques, création d'emplois, investissement, réduction des émissions de CO2. Présenter dans le détail le plan d'exploitation des résultats et la viabilité à long terme. Quels vont être votre public cible, scientifique, mais aussi le public d'une façon générale. Traiter les questions de propriété intellectuelle. Décrivez l'open access pour les données de recherche. Les slides seront disponibles. Le dernier point, c'est celui de la mise en œuvre, ce qu'il faut éviter. Des tâches qui ne sont pas liées entre elles. Il n'y a pas de structure, ou alors des work packages qui débutent depuis le début du projet et qui se terminent à la fin du projet. Non, il y a une séquence de tâches à réaliser, un Gantt chart ou un PERT chart à inclure dans la proposition. Il n'y a pas d'analyse de risque, ou alors les risques sont flous et les mesures pour mitiger ces risques ne sont pas clairement détaillées. Il n'y a pas de jalons suffisamment dans le projet. Ou alors il y a des inconsistances ou incohérences dans le document. Page X est marqué quelque chose, page Y, il y a une information contradictoire. Les experts détestent ça parce que ça trouble la compréhension. Qu'est-ce qui est correct, c'est X ou c'est Y? Pas de partenariat déséquilibré. Enfin, éviter d'avoir des partenaires fantômes qui sont là juste pour satisfaire les trois pays. Ça se voit, c'est flagrant. Recommandations, à l'inverse, lier les tâches, les responsabilités, les livrables et les ressources. Ça doit vraiment être clair. Je fais ça à tel moment, ça me coûte autant, ça sera fait avec tel autre partenaire, et en plus, on va vous donner un rapport une fois que la tâche est réussie ou complétée. Analyse de risque doit être détaillée, un bon plan de mitigation de ces risques. Sur le budget, toute proposition avec un budget surestimé aura un score vraiment très bas. Donc, pensez bien à cette histoire de budget. Détaillez les postes budgétaires qui sont importants, un grand équipement ou alors plusieurs équipements. Ne mettez pas juste la somme des coûts de cet ensemble d'équipements, mais détaillez bien. J'ai un électrolyseur, j'ai un réservoir de stockage, j'ai je ne sais pas quoi. Prenez en compte la coopération internationale, projet européen, collaboratif. Choisissez aussi vos partenaires méticuleusement. Mettez-vous en équipe avec les meilleurs, si possible. Structure de gestion, soyez simple et efficace. C'est tous les aspects de gouvernance. Advisory board, steering committee, machin. Ça, vous pouvez
Copier-coller, ça se fait, c'est assez identique de proposition à proposition, mais il faut l'expliquer. Soyez simple et efficace. N'alourdissez pas la gouvernance, c'est pas nécessaire. Et puis, le dernier slide. La meilleure façon de connaître les choses, de les maîtriser, c'est de les faire. Je vous encourage à soumettre une proposition, c'est clair. Et si vous n'en soumettez pas cette année, je vous encourage à postuler en tant qu'expert pour évaluer les propositions. Vous aurez peut-être 6, 8, 10 propositions max, puis ça vous donne c'est une occasion en or de voir comment on fait une bonne proposition. Vous allez clairement voir, tiens, ça c'est une bonne proposition. L'année prochaine, je vais appliquer et je vais utiliser un peu cette façon de penser, de raisonner et de présenter l'information. Donc, tout ça pour dire que, allez sur le portail de Funding and Tender Portal, il y a un bouton expert, register, mettez votre CV, et une fois que vous l'avez fait, vous avez un code de candidature. Renvoyez à l'adresse projet, je ne sais plus si on l'a ici, ou à moi, ce code. Comme ça, c'est plus facile, dans une base de données qui compte plusieurs dizaines de milliers d'experts, d'identifier votre profil. Voilà, merci. Merci. Un grand merci pour cette présentation complète. Merci beaucoup, Lionel.